Bonjour, bonjour, merci à tous d'être avec nous cet après-midi. On va prolonger effectivement la discussion et les réflexions qui ont eu lieu au cours de ces premières minutes de cet après-midi, puisqu'on va parler de liberté. C'est le thème global de cette université d'été du MEDEF, de la REF, puisqu'il y a dans liberté aussi libre-échange, on l'a entendu avec Geoffroy Roux de Bézieux, ou encore libéralisme bien entendu. Et puis on va interroger la question de la démocratie, celle que l'on peut se poser en ce moment sur la liberté des uns et des autres versus le bien commun ou le bien sanitaire. Et on va aussi évidemment s'interroger pour savoir si il y a une dualité, une complexité à être à la fois dans le monde économique et dans le respect d'un certain nombre de valeurs environnementales, on les a évoquées avec Bruno Le Maire, ou bien encore les valeurs des droits de l'homme. Donc autour de cette table, on va parler de tout cela avec mes différents invités. Sachant que le paradigme a un peu changé au cours de ces derniers mois suite au Covid, on va dire que jusqu'à maintenant, c'est l'idée qui circule, il fallait être rentable pour éventuellement être durable. Et bien désormais, les grands investisseurs, vous le savez évidemment, conditionnent leur financement. Et il faut sans doute être durable pour pouvoir espérer rester rentable. On parle de tout cela, du diktat, des actionnaires, des dividendes, du greenwashing aussi, qui peut laisser un doute sur les engagements qui peuvent être tenus ici ou là. Et je voudrais d'abord commencer avec vous cinq par un tour de table. Alors, rapide, j'insiste bien là-dessus parce qu'on pourrait passer 5 heures sur cette question, mais puisqu'on parle ici de liberté, puisqu'on s'interroge sur la notion de liberté avec les différentes manifestations qu'on voit le week-end contre le pass sanitaire ou avec ce qui se passe évidemment en Afghanistan. Si je fais un tour de table rapide, et je vais commencer avec vous, Cyril Chabagnier, est-ce que vous avez le sentiment, est-ce que c'est une vraie ou une fausse idée que la liberté est un peu moins importante aujourd'hui qu'hier ? Alors ça va peut-être vous surprendre, mais moi je ne pense pas qu'il y ait moins de liberté aujourd'hui qu'hier. On est dans un monde qui bouge, un monde qui a de plus en plus de contraintes, certes, un monde qui est complexe avec beaucoup d'interactions, mais en fait, ce n'est pas la liberté qui a été diminuée, c'est la responsabilité qui s'est accrue. Donc on n'est pas dans un monde avec moins de liberté, on est dans un monde avec plus de responsabilité. Et on voit aujourd'hui la responsabilité sociale, la responsabilité environnementale, et c'est vraiment ça qui est important. Et ça va être tout l'objet évidemment de cette discussion ensemble pour un petit peu moins d'une heure. Alors évidemment, Agnès Calamard, vous êtes... On en parlait en préparant cette table ronde. Vous êtes avec Amnesty International pleinement préoccupé et votre sujet du moment, c'est celui qui nous préoccupe tous en termes d'actualité, c'est l'Afghanistan. Absolument. Pour répondre à votre question, il ne fait absolument aucun doute que nous avons moins de liberté. Toutes les études dans le temps qui sont faites des libertés à travers le monde concluent à la même chose. Les libertés à travers le monde ont subi des diminutions dans tous les pays, y compris dans les pays démocratiques, qu'il s'agisse de la liberté d'expression, de la liberté d'information, de l'accès à la santé, du droit à la vie. Depuis une dizaine d'années, tous les indicateurs sont au rouge à travers le monde. Je parle là sur la base de données scientifiques et factuelles. À ceci s'ajoutent tous les problèmes auxquels nous faisons face, y compris la pandémie, qui a eu un effet négatif sur l'ensemble des libertés à travers le monde, et le changement climatique, etc. Donc oui, les libertés, nous sommes dans une situation de crise. Patrick Pouyanné, vous partagez cette vision un peu pessimiste peut-être, en tout cas fataliste ? Non, mais en tant que plutôt chef d'entreprise mondiale, je pense qu'on voit bien qu'il y a aujourd'hui, on a développé pendant 30 ans un modèle global avec l'idée que la liberté économique était, je dirais, dominante. Et on voit bien quand même, et la crise l'accélère de ce point de vue-là, une tentation des États de restreindre la liberté ou de reprendre du pouvoir. D'accord ? Donc il y a quand même un débat pour moi aujourd'hui entre entreprises et États de où on met le curseur, et avec une tentation, notamment dans notre culture européenne, de traduire tout ça par plus de réglementation, qui va contre, j'aurais tendance à répondre au ministre, si vous voulez vraiment libérer les énergies, commencez déjà par arrêter de sortir des lois et des lois et des lois qui font 300 articles tous les 15 jours. Je pense qu'il y a un vrai sujet de régulation vis-à-vis du monde. La deuxième réflexion que je vais faire, elle est plus personnelle, elle va d'ailleurs sans doute faire réagir, c'est que je pense dans notre mode occidental aujourd'hui,
de temps en temps, j'ai l'impression que je n'ai pas le droit de dire ce que je pense. On va parler de changement climatique, et je sais que si je commence à avoir un discours, les gens savent que je peux dire ce que je pense, mais je peux parfaitement, si je veux dire ce que je pense, on va me dire « Ah, il n'est plus dans le mainstream, s'il n'est pas dans le mainstream, c'est qu'il est renégat ». Et je pense qu'on a un vrai sujet au niveau dans notre mode occidental, qui est comment on fait pour regarder la réalité en face, se le dire. La crise de l'Afghanistan, pour moi, c'est terrible. C'est juste l'idée que je ne peux pas croire que tous nos pays ne se rendaient pas compte de la situation et que le jour où on allait partir, le truc allait s'effondrer. Personne ne l'a dit. Donc on a une vraie difficulté à regarder la réalité en face, et ça veut dire que pour moi, on a perdu notre capacité de liberté de pensée et d'expression. Or, si on veut progresser, notamment en Occident, et développer nos valeurs, il faut qu'on retrouve ce droit à parler, à penser et à débattre, en fait. Parce que tout ça, profondément, c'est le débat et le dialogue. Le changement climatique est un sujet où on a beaucoup de mal à avoir un débat serein. Et on va l'évoquer pendant cette heure, évidemment, le changement climatique et les engagements. Nicolas Barré, on en parlait tout à l'heure dans son édito ce matin dans Les Échos, disait « Arrêtons de nous mentir ». Eva Sadoun, on se ment par rapport à ces notions de liberté ou pas alors ? Je pense qu'on se ment un peu parce que je pense que la liberté était déjà l'apanage de quelques-uns avant la crise et que si on figure l'économie comme étant une grande maison, la maison commune, ce qui est étymologiquement, le terme économie vient de là, et c'est pour la raison pour laquelle je suis entrepreneur, c'est parce que je crois en l'économie en tant que moyen d'émancipation, mais je ne peux ne pas constater qu'aujourd'hui les libertés sont uniquement l'apanage de quelques-uns et que la crise a renforcé ça. Comment on peut parler de liberté quand aujourd'hui il faut 6 générations pour une famille pauvre pour atteindre le revenu médian ? Comment est-ce qu'on peut parler de liberté quand les violences faites aux femmes augmentent chaque année et qu'on a perdu à peu près 60 ans en matière d'égalité femmes-hommes dans le monde? Et comment on peut parler de liberté dans un monde dans lequel il y a des inégalités d'accès au patrimoine de 200 points? Donc très honnêtement, je pense que si on veut remettre de la liberté, il faut aussi un petit peu intervenir pour remettre en place cette liberté. Hubert Védrine, par rapport à cette notion de liberté, vous venez d'éditer le dictionnaire amoureux de la géopolitique. Si on regarde à l'échelle mondiale, il y a vous partagez ce qu'on est en train de se dire ? Moi, je pense d'abord qu'il faut distinguer qu'on ne peut absolument pas raisonner sur la question afghane, qui montre les limites de la bonne volonté civilisatrice de l'Occident, enfin, qui tombe sur un os, et les questions liées à la gestion du Covid. Alors, tout ce qui relève de la gestion liée au Covid, je pense qu'il y a une exagération presque obscène des protestations, alors que, disons, ce sont des contraintes transitoires. On a besoin d'un pass tant que tout le monde n'est pas vacciné, tant qu'on n'a pas dominé le truc. Ça me fait penser aux lamentations d'autrefois à propos de la ceinture de sécurité dans les voitures qui étaient censées porter atteinte à nos droits les plus fondamentaux. C'est quand même effrayant, c'est ridicule. Quant à la question globale, moi je me méfie des agrégats globaux. Et je pense que ce que nous voyons s'effondrer, ou alors dont on voit les limites, ce sont les illusions occidentales des 30 dernières années. Quand l'Occident a cru, après la fin de l'URSS, être le maître du monde et pouvoir imposer ses valeurs très sympathiques, que je partage, les imposer partout. Donc je distingue les deux, et globalement, je ne pense pas que la situation soit pire qu'avant. Alors, on va entrer directement dans ce qui fait l'objet de cette conversation. C'était important de faire un tour d'horizon par rapport à la notion même de liberté, parce qu'on sait que vous êtes les différents entrepreneurs attachés à ces notions-là. Patrick Pouyanné, une des questions qui va se poser et qui est le thème de notre table ronde, c'est l'engagement des entreprises. Et évidemment, lorsqu'on parle de ça, on l'a déjà évoqué au travers des premières interventions, mais il y a l'engagement sociétal, l'engagement environnemental des grandes entreprises. Total est devenu Total Énergie. Vous avez garanti la neutralité carbone à l'horizon 2050 pour votre groupe. Mais je ne peux pas m'empêcher, moi, de repenser à tout ce discours de greenwashing qu'il y a eu pendant des années du côté des entreprises. Est-ce que cette fois, on peut faire confiance, notamment aux grands groupes d'hydrocarbures, parce que Total Énergie, mais les autres, vos concurrents aussi, tiennent ce type de discours. Est-ce qu'on peut vous croire cette fois ? Bon, d'abord, merci à Geoffroy pour ce qu'il a dit sur Total Énergie. Je sais qu'il y a un débat en sincérité. Vous savez, quand le président, le directeur général et son conseil d'administration décident de transformer une entreprise en changeant son nom qui a 100 ans, ce n'est pas une décision qu'on prend au hasard simplement pour faire du greenwashing. J'ai d'autres moyens de le faire. Donc ce n'est pas ça du tout, c'est beaucoup plus profond. C'est une prise de conscience importante que oui, le changement climatique est un défi, qu'en tant qu'entreprise mondiale du monde de l'énergie, on doit y faire face, qu'on a des moyens financiers importants, des moyens humains importants, et que profondément, le monde de l'énergie, le marché de l'énergie va bouger. Donc je peux rester les deux pieds dans le même sabot à faire mon pétrole,
Simplement, je sais que le marché du pétrole n'aura plus de croissance, va décliner, parce que les technologies, véhicules électriques vont être là. Donc le choix qu'on fait est un choix profond de rendre notre entreprise durable, en fait. C'est durable et rentable, pour répondre à votre débat à l'introduction, et je pense que c'est le nouveau paradigme que tous les managers de Total Energy doivent faire face. Et pour le rendre durable, je dois aller positionner l'entreprise sur les marchés qui vont croître. C'est assez simple, c'est pas génial comme stratégie. Qu'est-ce qui va croître? Changement climatique égale plus d'électricité, profondément. C'est l'électricité. Alors l'électricité, notamment, il faut qu'il soit produit de façon renouvelable. Et donc, la vraie nouveauté de Total Energy, c'est pour ça qu'on a volontairement accoler en un seul mot le mot énergie au pluriel, c'est que oui, je ne vais pas le mentir, on va continuer à produire du pétrole parce qu'aujourd'hui, la planète, elle fonctionne à 80% avec du pétrole, du gaz et du charbon, des énergies fossiles. Je ne vais pas renoncer aux produits dont les clients, les consommateurs ont besoin. Mais on va faire évoluer l'entreprise avec un programme et un engagement extrêmement clair. On peut parler de 2050. Moi, je me considère en tant que PDG en 2020 responsable de ce qui va se passer jusqu'en 2030. Je ne serai sans doute plus là, mais là, j'ai une vraie responsabilité. Et ce que j'ai dit, c'est qu'entre 20 et 30, eh bien, en 2030, les produits pétroliers ne représenteront plus que 30% des ventes de Total. Ça sera 50% des produits gaziers et 15 à 20% de l'électricité et essentiellement des électrons verts. Voilà. Donc ça, c'est une vraie transformation qui suppose du courage, qui suppose une forme de responsabilité. Je suis convaincu qu'on va y arriver, mais ce n'est pas des mots, parce qu'en fait, cette année, concrètement, un quart des investissements de Total Energy sont dans les énergies renouvelables. C'est 3 milliards de dollars. C'est pas des petits... Et donc, je ne fais pas du greenwashing avec 3 milliards de dollars. Ou alors, c'est que je suis inconscient et il faut me changer de place. Donc, mais je pense que profondément, simplement le débat pour Total Energy, il n'est pas simple. Ce n'est pas simplement pourquoi il n'en fait pas plus. C'est que il faut bien voir que le débat auquel on est face est compliqué. C'est plus d'énergie parce que la population augmente et c'est moins d'émissions. Donc il n'y a pas une solution. Il y a qu'à. Et toute la difficulté pour une entreprise comme la nôtre, c'est trouver le bon chemin, le bon rythme auquel on doit s'adapter, sachant que si je peux investir dans les énergies renouvelables, c'est bien parce que je sors du profit du pétrole. Et moi, je n'ai pas trouvé le fil à couper le beurre. C'est bien parce que je sors 25 milliards aujourd'hui de revenus du pétrole, que je peux à la fois faire des financer, distribuer des dividendes, et puis quelque part investir dans mes énergies renouvelables. Et bien sûr, et le rythme auquel je vais aller, ça va être profondément le rythme auquel mes clients vont aller. Et de ce point de vue-là, les États, avec la Commission européenne, ont un rôle fondamental, parce qu'on ne va pas changer les façons de consommer l'énergie des citoyens, des consommateurs, simplement parce que moi, je change ma production. Je peux renoncer au pétrole. Tant que les voitures fonctionneront avec l'essence, il y aura quelqu'un qui le vendra. Donc la vraie question, c'est comment on fait changer le consommateur avec un sujet majeur qui commence à émerger, c'est le coût. Parce que le consommateur, il a deux parties de son cerveau. Il a le parti citoyen, il est vert, et puis il a la partie porte-monnaie, et il est peint. Jaune. Voilà. Il est jaune, on va dire. Et donc c'est ça l'équation qu'on cherche à régler. Et il faut comprendre qu'on est dans cette problématique, mais avec la vraie conviction de devenir, et soyons clairs, on l'a affiché, nous serons en 2030 l'un des 5 plus gros producteurs d'énergie renouvelable au monde, et on s'en donne les moyens. Eva Sadoun, on écoute Patrick Pouyanné et on entend que c'est quelque part une sorte d'instinct de survie, quoi, qui est, si on se projette à 30 ans. Vous croyez à cet engagement-là parce que, par la force des choses, les grandes entreprises doivent se changer? Alors, c'est évident qu'elles doivent changer parce que là, il n'est même plus question de préserver le vivant dans ce qui n'est non humain, il est question de préservation de l'humanité. Donc j'espère que ce message, qui a été notamment le message central du nouveau rapport du GIEC, saura encore challenger les sceptiques. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, et ça a été bien exprimé, il y a, pas dans ces termes, mais il y a quand même une vraie prime au vice, en fait, à tous les niveaux. Au niveau de l'entreprise, au niveau de la consommation, ça coûte beaucoup moins cher de délocaliser, ça coûte moins cher d'émettre, ça coûte plus cher effectivement de respecter ses salariés, d'avoir des contrats pérennes, d'intéresser ses salariés à son capital, etc. Donc il y a en fait tout un système et une régulation qui pour moi n'est pas une régulation libre au final, qui est une régulation d'un libéralisme autoritaire, en fait, qui organise une seule forme d'entreprise. Et pour que ça change... C'est mal ou c'est bien ça? Ah non, ça c'est très mal. Ah, d'accord, voilà. Là, ça fait qu'on en est là aujourd'hui, quoi. Donc en tout cas, si les entrepreneurs peuvent être capables d'assurer leur transition, il va falloir qu'on les aide et qu'on casse ce socle autoritaire d'un point de vue libéral et qu'on rend en place ce socle par un socle qui crée une compétitivité sociale et écologique qui fera qu'en fait, ce sera un incitant
de faire de la transition écologique, en fait. Ce sera une solution pour améliorer sa balance économique. Et ça passe par plein de choses. Ça passe pas uniquement par la taxe carbone, ça passe par toute une nouvelle fiscalité qui va de la diminution des impôts de production quand on agit de manière responsable, qui va jusqu'à la baisse de TVA aussi pour le consommateur, pour que ça lui coûte moins cher aussi de consommer des produits qui sont durables, qui également permet d'éco-conditionnalité certains plans d'investissement, de voir l'innovation comme étant une innovation qui doit être écologique et sociale. Et malgré que ce soit présent dans les discours, concrètement aujourd'hui en termes d'action, c'est pas du tout ce qu'on voit. Ça manque de conditionnalité, c'est ça que vous dites en fait. Au-delà du discours, il faut des impératifs. Il faut qu'il y ait une obligation. Non, mais c'est même pas qu'une question de contrainte, justement. En fait, on a souvent l'impression qu'il y a un discours transition écologique, contrainte de liberté, contrainte du compte de résultat. Non, pas du tout. Et là, il est question justement de créer des incitants, parce que la transition écologique, c'est pas celle-là qui nous a fait perdre 2 millions d'emplois depuis les années 80. Ça, c'est le libéralisme économique. Donc, si on veut retrouver justement une croissance de l'emploi et une prospérité, il faut créer des incitants pour que ce soit moins cher pour les entrepreneurs qui sont ici de faire leur transition écologique. Alors, on va évoquer justement les salariés au milieu de cette transition avec Cyril Chabagnier dans un instant, mais Hubert Védrine, simplement, on parle beaucoup de la transition. On voit que quand j'écoute Eva Sadoun ou Patrick Pouyanné, il y a peut-être un problème de calendrier, se mettre d'accord sur le timing. Est-ce que vous parlez d'écologisation? C'est quoi ça? C'est la transition. Alors, je pense qu'il faut remettre un peu de géopolitique dans le débat, parce que si nous étions des Chinois, dans le cas de la réunion du groupe de Shanghai, on ne parlerait pas comme ça. Ouais. On ne parlerait pas de conditionnalité, on ne parlerait pas de tout ça. Donc je crois qu'il faut distinguer l'obligation écologique, ce que j'appelle l'écologisation, comme on disait autrefois industrialisation, pour qu'on comprenne qu'il n'y a pas les bons et les méchants, mais il y a une question de rythme, de processus. Et c'est ce dont tu as parlé, M. de Bézieux tout à l'heure, c'est il faut être en avant, mais pas trop, il faut trouver le bon rythme, et c'est la question que gère remarquablement Patrick Pouyanné dans l'exemple qu'il a donné sur Total Énergie. Ça, sur les questions écologisation. Tous les autres sujets, c'est-à-dire une partie de l'opinion occidentale qui veut se servir des entreprises pour poser des conditions pour moraliser le reste du monde, ouais. Ça, c'est un truc occidental, et ça ne marchera pas. Ça se terminera dans ce domaine comme Kaboul, d'une autre façon. Donc il faut voir quelles sont les forces locales, il faut faire du cas par cas. C'est-à-dire qu'en gros, on demande aux entreprises de faire autre chose que ce pour quoi elles sont faites. C'est ça. On leur demande un rôle social qu'elles n'ont pas à jouer, mais plutôt le politique. C'est ça? Et moi, je pense que si on veut que les entreprises soient en plus utiles, il faut d'abord qu'elles fonctionnent et qu'elles durent au sens économique du terme. Et si on veut les surcharger de toutes sortes de missions que les gouvernements n'arrivent plus à assumer en transformant le reste du monde, ça ne marchera pas. Si on les transforme en missionnaires, ça ne marchera pas. Ouais. Qu'on combine les deux intelligemment, très bien, dans certains cas. Vous voyez, mais je distingue l'écologisation qui s'impose à tout le monde, où il y a une course de vitesse technologique, d'invention, etc., et la volonté, donc, qui est un truc vraiment occidental, enfin des élites occidentales, pour moraliser le reste du monde à travers les entreprises. Là, il y aura beaucoup de déconvenus à prévoir, là. Alors justement, je voudrais vous faire réagir Agnès Calamard là-dessus parce que on a ce sentiment quand même que, je vais être un peu provocateur, mais presque quelque part, l'écologie c'est un truc de riche, quoi. C'est-à-dire que est-ce que quand on regarde, pour aller un tout petit peu plus loin que ce que disait à l'instant Hubert Védrine, quand on regarde à l'échelle planétaire, on a les mêmes préoccupations en fait? Absolument. Selon les experts des Nations Unies, le scénario le plus probable, c'est celui d'un réchauffement de la planète de 5 degrés au-dessus de l'ère pré-industrielle d'ici la fin du siècle. À l'heure actuelle, nous sommes à un réchauffement de 1,1 degré. Nous avons eu tout l'été la démonstration, la preuve de ce que cela signifie au niveau des méga-feux et au niveau des crises du climat un peu partout dans le monde. Donc, remettons ce dont on parle dans ce contexte-là. Il s'agit d'une catastrophe planétaire qui touche en particulier les populations les plus défavorisées dans des nombreuses avec la conscience parties de ça, mais enfin, aller parler à des paysans du Mali qui depuis des années perdent accès à la terre, perdent l'accès à l'eau, aller parler au Pakistan, aller parler à l'Égypte et à l'Éthiopie qui sont en bisbille par rapport à l'accès à l'eau. Tout ça, c'est des causes concrètes, actuelles et futures
de crises planétaires et de conflits qui vont faire des milliers de morts, des millions de morts. Donc, moi, je salue bien sûr les engagements des entreprises. Cependant, il faut bien comprendre que la crise est de telle proportion qu'il faut aller au-delà de ces engagements. Le cadre volontaire ne sera pas suffisant. Nous, à Amnesty, nous avons certainement salué, contribué au développement de la loi Devoir Vigilance en France. Nous appelons d'autres États à travers le monde de faire le même. Nous appelons à un traité international qui prendrait cette loi comme modèle. Je sais que ce n'est pas populaire, mais je veux vous rappeler 5 degrés d'ici la fin du siècle. Monsieur, vous êtes responsable pour 10 ans. Vos petits-enfants, dans 10 ans, ils n'auront pas atteint l'âge adulte, je soupçonne très fort. Donc nos responsabilités au niveau de notre profession, au niveau individuel, au niveau social, elle va bien au-delà de 10 ans. Elle va vers les 40 ans. Il faut qu'on agisse maintenant pour nos petits-enfants, pour les gens qui vont naître, pour les enfants qui sont en train de naître maintenant. 10 ans, ce n'est pas suffisant. Non, je me considère comme responsable de ce qui va se passer dans les 10 ans. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai aussi des enfants. Et je peux vous dire que les débats chez moi et mes garçons et ma fille, qui ont 20 ans, je les vis directement et que quelque part, ils me disent comment tu peux faire pour diriger cette entreprise. Donc je suis au cœur du débat. Et d'ailleurs, c'est une bonne façon. Et je pense d'ailleurs qu'une de partie des motivations que nous avons avec tous les employés de Total Energy de changer, c'est justement parce qu'on comprend bien cet appel de la génération qui sont nos enfants, qui eux seront là en 2050 et qui profondément nous disent « vous ne faites pas ce que vous faites alors que vous êtes en responsabilité ». Je crois que de ce point de vue-là, il y a eu Greta Thunberg, mais on a beaucoup entendu ça. Et vous savez, à la fin, dans une entreprise comme Total Energy, nos salariés, mes collaborateurs, ils expriment tout cela. Et si aujourd'hui on fait cette transformation, et si je la fais, c'est aussi pour eux d'ailleurs, parce qu'ils se sentent beaucoup plus à l'aise dans une entreprise qui va être un acteur progressiste et qui a une ambition d'agir, plutôt qu'une entreprise qui subit des attaques permanentes disant qu'on est des petits diables et des petits monstres. Alors en plus, on est quand même des diablotins. Mais c'est pas grave. Donc voilà, je pense qu'on partage bien cette idée intergénérationnelle, même si ce que je vais faire moi, c'est ce qui se passe là, et c'est là que je me sens complètement responsable, sachant que la décennie qui vient, pour le sujet climatique est tout à fait fondamental. Alors ça fait la transition avec la question que je voulais vous poser, Cyril Chabagnier, parce que c'est vrai que finalement les ouvriers sont au cœur de cette transformation, les salariés pour être plus large que les ouvriers bien entendu. À la fois, on entend au travers de ce que dit Patrick Pouyanné que c'est aussi un moyen de rester attractif, de garder ses talents, que de vendre cette idée d'aller vers la transition et de respecter les grandes normes environnementales ou sociétales. Et puis le salarié, lui, ce qui compte, c'est aller au travail, gagner son salaire, y aller potentiellement en voiture plutôt qu'à vélo. Donc, ils vont avoir un rôle central au milieu de cette transition aussi, les employés. Les salariés, les travailleurs ont un rôle central dans cette transition, bien évidemment. D'abord parce que le salarié est avant tout un consommateur aussi, avant d'être salarié. Et qu'aujourd'hui, et ça a été dit, le consommateur est de plus en plus demandeur de développement durable, de normes sociales. Il est de plus en plus regardant sur les produits qu'il achète. Et donc, il ne faut pas oublier que le salarié est avant tout un consommateur. Ouais. Ensuite, le deuxième point, c'est sur, et vous l'avez très bien dit, et d'ailleurs M. Pouyanné aussi en a parlé, c'est sur l'attractivité. On a eu beaucoup de débats et j'ai entendu lors de cette REF qu'il y avait beaucoup de difficultés pour recruter des salariés. Et aujourd'hui, une entreprise qui veut recruter, le salarié ne regarde plus simplement le salaire, même si ça reste quelque chose évidemment de primordial, mais il a besoin de sens dans son travail. Et je reprends votre expression, il a vraiment besoin de sens. Et donc, une entreprise qui s'investit dans la RSE, dans d'ailleurs la responsabilité sociale et environnementale, rien que le nom dit tout, qui va vers l'égalité femmes-hommes, qui va vers le respect des droits de l'homme, qui va vers l'environnemental, ça fait partie des choses qui seront attractives pour un salarié. Ouais. Et les entreprises qui n'iront pas vers ça auront de plus en plus de mal d'ailleurs, sûrement, à recruter. Et puis la dernière chose, c'est le dialogue social. Voilà. On a vu aussi durant cette crise, et Geoffroy est là parmi nous, que le dialogue social a été capital durant cette crise. Et d'ailleurs, souvent, les entreprises qui s'en sont le mieux sorties ou le plus rapidement sorties sont celles qui sont allées vers un dialogue social constructif, sincère, responsable, transparent. Et le dialogue social, je pense, a repris peut-être un petit peu ses bonnes heures avec cette crise. Mais alors, pour être un tout petit peu provocateur avec vous et puis avec l'ensemble des partenaires sociaux, est-ce que ça ne va pas un peu vite finalement cette mutation ? Parce que
évidemment, quand il y a des mouvements sociaux, on voit les syndicats, je pense à Florange, je pense à Rodez avec les Bosch, défendre finalement non pas la transition écologique, non pas l'avenir, mais plutôt le monde d'avant, le métier d'aujourd'hui, pas celui de demain. Donc, comment vous vous situez par rapport à cette temporalité-là, vous? Alors ça, c'est une véritable problématique. C'est-à-dire qu'à la fois, évidemment, on s'engage pleinement, nous, à la CFTC, vers la transition écologique, évidemment, et la transition numérique, d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que la transition écologique. Mais là, on est sur des perspectives, on espère de court terme, mais malheureusement de moyen terme. Et c'est vrai que les salariés, dans ces secteurs-là, dans des secteurs qui sont peut-être aussi en voie de disparition parce qu'il y a des transformations, eux nous demandent de défendre leur travail d'aujourd'hui. Et parfois, on est pris un peu, on est tiraillé entre ces deux côtés. Mais évidemment, on les défend, mais je pense qu'aujourd'hui, on peut réussir à faire les deux. C'est-à-dire, on peut les préparer. Et c'est parfois un discours qui n'est pas facile en tant que responsable syndical, de dire à un salarié, le métier que tu fais aujourd'hui, on va faire en sorte évidemment de t'aider, mais obligatoirement, il va falloir qu'on t'accompagne vers une transition, vers une reconversion, vers des formations. Tu ne pourras pas continuer à faire ce métier-là pendant encore 10 ou 15 ans. Et ce n'est pas facile. D'ailleurs, on a vu durant le Covid et durant le moment des aides, il y a beaucoup de salariés qui me disaient, moi, mon entreprise est en difficulté, mais là, la reconversion, pour l'instant, j'attends. Avec les aides, j'ai gagné 1 an et demi. Moi, 1 an et demi, c'est énorme pour moi. Ben non, tu n'as pas gagné 1 an et demi. Il faut profiter de cette année-là pour te former, pour faire une reconversion. Et je pense qu'on a, nous, les partenaires sociaux, durant cette crise, d'ailleurs, j'entendais souvent les contraintes, les problématiques qu'il y avait, mais on a fait aussi des avancées sociales importantes. Quand on a travaillé collectivement sur la formation, sur le dispositif, par exemple, de transition collective, c'est une sacrée avancée sociale. Il n'y a pas eu que des contraintes. Et donc, on doit, nous, avoir un discours responsable, syndical mais responsable, de les accompagner, de les défendre, mais de les envoyer vers des reconversions, vers des métiers d'avenir plus propres, plus sociales. Voilà. Eva Sadoun, ça peut venir aussi effectivement de la base du citoyen consommateur, du salarié dans l'entreprise, cette exigence, cette contrainte finalement à la mutation pour les directions et pour les entreprises? Tout à fait. Moi, je suis persuadée que les salariés sont quand même les garants du temps long de l'entreprise. Et sachant que là, on est sur une problématique de vision long terme, mais long terme visible par les salariés aujourd'hui, ils sont capables, je trouve que la disposition qui fait effectivement que le CSE s'empare de ces transitions écologiques de l'entreprise est une très bonne chose parce qu'ils sont capables d'avoir cette vision long terme. Sauf qu'aujourd'hui, s'il y a effectivement beaucoup encore de réfractaires, c'est parce que le discours sur la transition écologique va avec suppression d'emplois, diminution de la croissance de l'entreprise, etc. Et le discours aujourd'hui n'est pas le bon et c'est un mensonge. Parce que pourquoi on n'aurait pas un discours de la transition écologique va être le moyen maintenant de mieux partager la valeur dans l'entreprise? Parce qu'on fait des diminutions d'emplois avant de réduire quand même les écarts de rémunération. Pourquoi la transition écologique ne va pas non plus être associée à la création de nouveaux emplois? Parce que je pense qu'avec la création d'emplois verts, on va gagner plus d'emplois qu'avec la délocalisation du secteur textile. Parce que typiquement, prenons ce secteur-là, il est vraiment un parfait exemple. Et d'ailleurs, il y a eu une tribune des acteurs du textile qui était très intéressante, qui a demandé « régulez-nous, s'il vous plaît, régulez-nous, permettez-nous aujourd'hui que ce soit plus simple pour nous d'avoir des usines en France, de pouvoir mieux rémunérer les salariés, etc. et de ne pas avoir ce dumping social et financier qui est beaucoup trop fort et qui fait qu'on a une concurrence qu'on n'arrive pas à égaler. » Et ça s'oppose avec, par contre, la vision parfois un peu trop court-termiste de certains actionnaires. Je dis bien certains parce qu'ils n'ont pas tous la même logique. Il y a des actionnaires plus long terme, plus familiaux, et des actionnaires qui sont beaucoup plus en quête de rapidité et de court-termisme, et d'autres actionnaires qui sont dans une gestion passive qui est une apathie pas possible et désolante. Donc je pense qu'il faut aussi agir auprès de ces actionnaires-là pour qu'ils puissent effectivement être catalyseurs d'investissement dans la transition écologique. Parce qu'effectivement, si certains dirigeants d'entreprise ont l'impression, et qui se vérifie, que si ils transforment leur entreprise, il va y avoir une perte de marge à court terme nécessairement. Regardez le compte de résultat d'une entreprise qui a ses emplois localement et qui a des fournisseurs locaux, et le compte de résultat d'une entreprise pour lequel ce n'est pas le cas. Donc nécessairement, la transition d'une entreprise va avoir un impact à court terme sur le compte de résultat. Et il faut que les actionnaires soient capables de comprendre ça. Et on a trop vu ces derniers temps que les dirigeants qui ont voulu opérer cette transition ont quand même été éjectés de manière pas possible, même si d'autres
d'autres raisons probables qui ont été la nature de ces élections. Mais il faut que les actionnaires soient ce vrai catalyseur. Et s'ils ne le sont pas, il faut qu'ils soient éduqués, et éduqués notamment par la puissance publique. Et je terminerai avec une dernière stat. C'est qu'aujourd'hui, et d'ailleurs un rapport de Carbone 4 très intéressant qui est sorti là-dessus, qui montre que si chacun des consommateurs est un super-héros, c'est-à-dire que nous, on réduit nos émissions à zéro, donc c'est clairement impossible, mais imaginons que ce soit possible, on ne ferait que 25% du chemin. Les 75% doivent venir de politiques publiques ambitieuses pour pouvoir accompagner cette transition-là. Hubert Védrine, c'est aux politiques publiques, c'est aux États d'imposer cette transformation aux entreprises où il faut laisser justement une forme de liberté, c'est ce que réclament souvent les chefs d'entreprise pour pouvoir opérer cette transition? Mais écoutez, au risque de me répéter, je voudrais revenir à la géopolitique. Non, mais il n'y a pas un monde global, il n'y a pas encore de communauté internationale, le monde n'est pas homogène, donc il y a des puissances installées, notamment occidentales, mais pas que, par exemple le Japon, il y a des puissances émergentes qui bouleversent la donne, il n'y a pas que la Chine, il y en a des dizaines, et puis il y a des dizaines de pays qui sont à la traîne, etc. Donc ce n'est pas la même chose si on parle d'un point de vue franco-français ou européen ou occidental, à propos de ce qu'on veut faire chez nous, bon, très bien, mais à propos de ce qu'on veut imposer aux autres. Et là, on tombe sur des limites dont j'ai déjà parlé. Donc à chaque fois, il faut se demander, mais de qui parle-t-on, vous voyez? Ouais. Et la vraie césure pour moi, c'est donc là, je pense qu'on est au bout d'un cycle historique où les Occidentaux ont imposé aux autres l'évangélisation, droit de l'homisation, les normes, etc. Et on voit bien tragiquement aujourd'hui, et je le dis avec une infinie tristesse, les limites. Donc il faut distinguer. Par contre, si on raisonne entre pays européens, on est entre nous, là, on peut discuter sur les normes, sur ceci, sur mais cela. Mais si je vous écoute, ça veut dire que les valeurs qui ont fait, on va dire, l'Europe et sur lesquelles on pourrait espérer, n'ont pas de chance de s'imposer. Non, ce n'est pas la question des valeurs. C'est évident que personne dans le monde entier a envie d'être torturé ou emprisonné. C'est évident que toutes les petites filles dans le monde entier veulent aller à l'école, il n'y a aucun doute sur le caractère universel des attentes et des demandes. Je parle du fait de les imposer. Les imposer, ce qui est la démarche ancienne, le devoir de civilisation de Jules Ferry, le fardeau de l'homme blanc de Kipling, les ordres missionnaires de pendant des siècles, et puis l'ingérence, etc., etc. On en voit les limites aujourd'hui, et c'est honnête de le dire, et c'est cynique de faire croire à des populations en danger qu'on est capable de les protéger vitam aeternam. C'est pas vrai. C'est pour ça que je fais la distinction, mais je n'ai aucun relativisme sur les valeurs en elles-mêmes. Ce sur quoi je voudrais attirer l'attention, c'est en quoi est-ce qu'on peut les imposer? Je crois que ça ne marche pas, mais les favoriser, les encourager, répondre aux demandes. C'est une autre approche. Patrick Pouyanné, justement, par rapport à ces notions, à ces valeurs, et on pense évidemment aussi aux droits de l'homme, et c'est l'un des objets de cette table ronde, vous avez souvent été obligé de vous justifier, Total Énergie, d'être dans des pays où évidemment, c'était plutôt considéré comme des dictatures. Je me souviens de la situation en Birmanie. Comment est-ce qu'on prend en compte ces considérations-là, ou c'est business as usual et avant tout? Je crois que là-dessus, il y a sans doute des évolutions dans nos entreprises. Vous savez, on a construit un groupe mondial et en fait, fondamentalement, nous, on s'est développé là où on trouve du pétrole et du gaz. Et ce n'est pas nous qui décidons s'il est en France, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas, c'est simple, il est là où il est. Alors effectivement, l'exemple de la Birmanie, et je veux dire que je vois bien le débat auquel je fais face, qui est l'un des débats les plus compliqués, où en tant que PDG de cette entreprise, j'ai eu à faire dans mon cerveau avec mes collaborateurs. C'est qu'est-ce qu'on fait en Birmanie quand malheureusement ces brutes de la junte birmane reviennent au pouvoir et on n'a rien à en espérer. On est là-bas, on produit du gaz qui alimente la population thaïlandaise, tout l'est de la Thaïlande et la population de Rangoon. On nous dit il n'y a qu'à arrêter de payer, de donner les revenus de ce gaz. C'est d'ailleurs pas nous qui le donnons à la junte, c'est le client. Le client, il est thaïlandais pour l'essentiel. Arrêtez de payer vos impôts, il n'y a qu'à le faire. Un jour, je me suis dit, j'en ai eu marre, j'ai convoqué tous mes collaborateurs, j'ai dit, bon, est-ce qu'on ne peut pas trouver une solution? Et je me suis rendu compte qu'en fait, la seule solution que j'avais, c'était d'arrêter de produire le gaz. Oui. Et donc de décider que je n'alimenterai plus en électricité les hôpitaux de Rangoon, je n'alimenterai plus l'Est de la Thaïlande. Parce que tant que je produis ce gaz, il y a des revenus. Et le client les verse à la junte. Et moi, je suis dans un état de droit, et je ne peux pas à la fois promouvoir l'état de droit mondialement, et expliquer que je vais décider autoritairement, parce que je suis Total Énergie, un PDG d'une boîte mondiale, que je ne paye plus mes impôts à l'État en question. J'ai des contrats, je n'ai pas un contrat avec la junte, j'ai un contrat avec un État du Birmanie, qui d'ailleurs, ce contrat,
il existait quand Aung San Suu Kyi était au pouvoir et j'ai eu l'occasion de la rencontrer. C'est un sujet super compliqué parce qu'en même temps, j'ai bien senti, à travers les papiers, qu'on attend de moi, entreprise globale, d'être un espèce de lieu de souveraineté et de devenir le régulateur qui porteur de ces valeurs. Alors j'ai fait l'arbre, j'ai été amené à m'exprimer par une tribune. Certains PDG du CAC 40 m'ont envoyé des SMS en disant « t'es vachement courageux d'aborder ce sujet », mais parce que je faisais face à des dilemmes. Le dilemme, c'était fondamentalement, si je ne paye pas mes impôts, mon patron local peut être mis en prison, puisque c'est un crime. Le deuxième dilemme, c'est si j'arrête de produire, je coupe le droit à l'électricité, à l'énergie à cette population locale. Et le troisième, c'est d'ailleurs, même si je faisais ça, il est probable que la junte va faire du travail forcé. À la fin, j'en suis arrivé à la conclusion qu'aujourd'hui, je dois continuer cette mission en résistant, en expliquant, en partageant, en acceptant, en trouvant, en dialoguant avec la société civile, en expliquant d'ailleurs, au passage, suite à cette tribune, on ne me demande plus d'arrêter de produire le gaz, donc on ne me demande pas de tarir la source des revenus. La vérité, c'est que vu du bureau de Total Énergie, parce que le Myanmar, c'est rien du tout, vu les emmerdes que j'ai en face, pardon pour le mot, c'est 1% de la production de Total, c'est rien en résultat. C'est en fait, la solution auquel on est en train de me pousser, c'est de quitter le sujet, de quitter le pays. Et si je le quitte, je vais vendre à qui mes actifs? Aux Chinois? À des entreprises birmanes qui sont liées à la junte? Qu'est-ce que je fais? Bon voilà, alors on pourrait me dire, bah, tu aurais dû... En fait, la leçon, c'est que j'ai dit à mes collaborateurs, finalement, c'est quand Aung San Suu Kyi est revenu au pouvoir qu'on aurait dû partir parce que ce sujet était profondément. Mais c'est le moment où, au contraire, après avoir résisté pendant 15 ans, on s'est dit, on doit accompagner la démocratisation du pays. Donc, pour dire que, franchement, je ne suis pas certain, par la position que j'ai prise et exprimée, je n'ai pas la vérité. C'est un sujet super compliqué. J'en ai un peu marre d'avoir des yakas qui m'expliquent que yaka, qui m'envoient des courriers en disant yaka. Et j'aimerais bien qu'ils prennent le sujet, les yakas, et qu'ils m'expliquent comment je fais pour prendre ces décisions qui, dans tous les cas, en fait, ne sont pas très bonnes, pour être honnête. Mais le résultat des yakas, c'est que la conclusion que j'en tire, c'est que je n'ai plus qu'à partir. Et le jour où je vais partir, on va me dire, vous avez renoncé. Mais j'aurai plus le problème. Et vous savez, après tout, on est présent dans 130 pays dans le monde. Bon, par ailleurs, remarque quand même, bon, et encore une fois, les atteintes aux droits de l'homme en Myanmar sont absolument terribles. Et je l'ai écrit, je l'ai dit. Il n'y a d'ailleurs aucun contact, bien évidemment, entre la junte et nous. C'est totalement impossible. Mais le nombre de pays sur la planète où le respect des droits de l'homme n'est pas idéal au sens que nous, on l'entend, est plus élevé, comme l'a dit Madame Calamar, qu'on le pense. Donc, je ne peux pas non plus tout d'un coup décider que... voilà. Maintenant, pour reprendre votre question, je pense qu'aujourd'hui, on aurait aujourd'hui une décision sur mon bureau qui viendrait, on rentre au Myanmar, je pense que cette considération serait beaucoup plus prise en compte qu'elle a pu l'être il y a 20 ans. Et il est probable que le PDG de Total Énergie dirait, écoutez, non, ce pays, on n'y va pas. Trop compliqué pour nous. Il y a quelques pays où j'ai été amené, je ne vais pas dire leur nom, où j'ai été amené à dire depuis 2 ou 3 ans, écoutez, c'est pas possible, c'est trop compliqué, et on ne va pas réussir à travailler dans le cadre de notre code de conduite, dans lequel le respect des droits de l'homme est bien évidemment une valeur de base de toute l'entreprise et de tous les collaborateurs. Agnès Calamar, de votre poste de vigie d'Amnesty, vous entendez cette difficulté, ce dilemme qui peut être parfois posé à des grandes entreprises par rapport à ces problématiques de droits de l'homme? Oui, tout à fait. Particulièrement dans le cas de la Birmanie, il est très clair que le retrait de Total à l'heure actuelle aurait des impacts négatifs sur les populations locales en termes d'accès vous parliez des hôpitaux, etc. Donc ça, c'est quelque chose que nous prenons tout à fait en compte dans nos prises de position. Je pense qu'il ne faut pas faire du blanc et noir. Ce que nous demandons aux entreprises, c'est qu'elles mettent en œuvre les recommandations de la communauté internationale lorsqu'elles existent, c'est qu'elles cherchent à protéger les droits humains dans la mesure où elles en ont la capacité et le contrôle. Donc on ne va pas demander aux entreprises de faire des choses qui sont en dehors de leur capacité, en dehors de ce qu'on appelle une approche fonctionnelle des droits. Si elles ont le contrôle et la capacité
de violer les droits, elle devrait aussi l'avoir, le contrôle et la capacité de respecter les droits. Donc l'approche d'Amnesty n'est pas de signifier aux grands groupes partez ou de les attaquer tout le temps. On les attaque quand nous avons des preuves claires et nettes qu'elles ont manqué à des obligations qui, selon nous, étaient pour lesquelles elles étaient capables de prendre des actions, qu'elles auraient pu respecter et qu'elles ne l'ont pas fait. C'est ce cadre-là dans lequel nous évoluons. Si je peux me permettre, il n'en revient pas qu'aux organisations de la société civile, il en revient aussi aux tribunaux. À l'heure actuelle, en France, il y a quand même de nombreuses entreprises qui font face aux tribunaux pour complicité dans des actes de torture, pour complicité dans des actes de crimes contre l'humanité. Il y a une compagnie qui a échappé à la complicité de génocide, mais j'espère qu'on pourra peut-être revenir là-dessus. Donc, il ne s'agit pas que de considérations prises par la société civile, il y a une prise de conscience au niveau des tribunaux, au niveau du système juridique, comme quoi il faut responsabiliser pénalement les entreprises pour leur contribution aux violations des droits humains. C'est-à-dire que là, il y a effectivement cette obligation de prendre en considération ces cas au cas par cas. C'est ça ce que vous expliquez, en fait. Ah bah, il ne peut pas y avoir de vision globale, quoi. La responsabilité des entreprises, elle peut avoir un cadre normatif, des principes qui seront d'ordre générique, mais pour déterminer si le droit international a été violé par des entreprises dans le cadre de leurs opérations, absolument. Il faut faire des enquêtes, il faut faire du cas par cas. Et c'est ça, la solution, elle est pour rééquilibrer nord et sud, c'est par ce biais-là aussi qu'on peut passer, c'est-à-dire entre, on sait bien que... Oh, non, là c'est une autre dynamique, d'ailleurs, si je peux me permettre, le fossé entre le nord et le sud, ce n'est pas par l'intermédiaire de ces enquêtes que l'on peut, selon moi, que l'on va trouver des solutions. Si on prend par exemple l'exemple du Covid, dont nous avons beaucoup parlé, l'exemple du vaccin, dont nous avons beaucoup parlé, je pense qu'on a entendu parler du rôle des grandes compagnies pharmaceutiques tout à l'heure. Moi, en tant que secrétaire général d'Amnesty International, je dois vous dire que je suis choquée par le fait qu'à l'heure actuelle, nous avons en Europe 60 à 70% de notre population qui est vaccinée ou primo-vaccinée et que dans le reste du monde, nous en sommes à 1% ou 1,2%. Comment peut-on avoir une conception universelle, une conception de la responsabilité en fait pour notre planète quand les compagnies pharmaceutiques refusent d'accorder une dérogation au copyright, à la propriété intellectuelle? Comment peut-on persuader ces compagnies d'attribuer au COVAX, qui est le système de redistribution des vaccins, ce dont il a besoin afin que cet ensemble de la population soit vaccinée? On parle de responsabilité, nous avons un exemple très concret ici, et c'est un exemple qui n'est absolument pas mis en œuvre. Ces compagnies, pour moi, sont directement responsables des millions de morts à travers le monde. Hubert Védrine, par rapport à ce qu'on est en train de se dire, justement, par rapport à cette obligation qu'on peut demander ou cette exigence qu'on peut avoir vis-à-vis des entreprises et puis cette solidarité mondiale, depuis le début, je vous sens un peu sceptique sur la possibilité au moins de temps en temps de se mettre d'accord à l'échelle mondiale sur un bien commun comme le médicament. Là, c'est ce qu'on est en train de se dire. Non, mais je trouve ça très bien si on y arrive. Hein. Oui, bah... Je ne suis pas du tout contre, je suis très pour. Simplement, je rappelle sans arrêt que les raisonnements globaux ne fonctionnent pas. Ouais. Les agrégats globaux ne fonctionnent pas. C'est comme les analyses de la Banque mondiale ou du FMI, c'est trop global, ça ne veut rien dire. Il n'y a pas encore de communauté. Il y a un système multilatéral, là, rempli de gens qui font le mieux possible toute la journée. Mais en fait, il y a des puissances. Je l'ai dit au début, imaginez qu'on soit à Pékin, dans une réunion du groupe de Shanghai avec l'Inde et compagnie. Vous croyez qu'on dirait ça? On ne dirait pas du tout la même chose. Ouais.
Et même ils ricaneraient un peu sur les Occidentaux qui n'y arrivent pas, qui se disputent entre eux, etc. etc. Donc je ne dis pas ça pour désespérer qui que ce soit. Ouais. Et si vous voulez être efficace, si vous voulez que les ambitions fonctionnent, si vous voulez que les entreprises fassent le mieux possible, tout en fonctionnant efficacement, il faut quand même accepter de réintégrer, même si c'est énervant, même si c'est vexant pour nous, le fait que nous n'avons plus, les Occidentaux, le monopole de la puissance et de l'influence. Donc d'une certaine façon, on est obligé de négocier ou alors de faire du traitement au cas par cas, mais on a eu un exemple excellent là dans votre table ronde, ce qu'a dit Patrick Pouyanné sur la Birmanie et ce que vous avez dit, madame, sur le cas par cas et sur le fait que ce n'est pas noir et blanc, c'est la bonne réponse. Il faut faire du cas par cas, dynamique et intelligent. Il ne faut pas globaliser, c'est comme le Nord et le Sud. C'est qui le Nord, c'est qui le Sud. Donc soyons, disons, progressistes, ambitieux, mais réalistes, par étapes. Non, mais c'est clair que la crise du Covid, c'est quand même traduit par la fracturation extrême du monde. Il y a 2 ans, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu un retour au bercail, une énorme transhumance mondiale. Chacun est reparti chez soi, chercher à se protéger. On a fait un truc incroyable. Et chaque État se considère comme responsable d'abord de sa population. Et effectivement, on en arrive là où la solution, le truc, c'est que les États riches, qui ont plus de moyens, ils se sentent d'abord responsables de leur population, alors qu'en fait, nous savons tous, et je rejoins Mme Calamar, que si on veut retrouver notre liberté globale, nous, occidentaux, si je veux pouvoir revoyager, je ne pourrai rien faire dans mon business tant que les Africains, les Sud-Américains et les Asiatiques ne seront pas vaccinés. Donc il est clair que, et sinon, ce que je pense profondément, d'ailleurs, moi je pilote Total Energy avec l'idée qu'on en a pour 2 ou 3 ans encore. Parce qu'on retrouvera le monde normal qui nous permettait de mettre en connexion, de vivre dans un monde global, et que lorsque tout le monde sera vacciné. D'ici là, on n'y arrivera pas. Donc la problématique, elle est totalement réelle. Mais ça, c'est le premier point. Et je veux rejoindre ce commentaire au changement climatique. Oui. Il y a un truc qui me choque. Le changement climatique est vraiment un problème global. Or, aujourd'hui, si nous voulons le traiter, ce n'est pas en dépensant des milliards en Europe dans le cadre de Fit for 55 qu'on est le plus efficace. Là, encore une fois, on règle le problème à nos bornes. Mais le sujet du changement climatique, ce n'est pas celui-là. C'est qu'est-ce que l'Inde va faire demain avec son 1,5 milliard et ses 2 milliards d'habitants pour les sortir de la pauvreté énergétique. Et aujourd'hui, et le débat de Glasgow, je peux vous dire, moi je suis très pessimiste. Je pense que Glasgow va échouer parce que l'Inde et d'autres pays vont dire « Messieurs les Occidentaux, vous êtes sympas tous avec vos net zéro ». Simplement, dans l'accord de Paris, il y avait un article essentiel. C'était un transfert financier majeur, une centaine de milliards, il y avait des fonds, de façon à nous permettre, à nous, de donner l'énergie à nos populations décarbonées. Mais si vous ne la financez pas, on n'en est pas capable. Et donc, le sujet, il est global. Et aujourd'hui, ce changement climatique, c'est ça qui m'interpelle le plus, c'est comment on peut traiter un sujet global alors que le monde se fracture et chacun fait preuve d'une forme d'égoïsme à croire que, parce qu'on a traité le sujet à nos bornes, on a réglé le problème. On n'aura rien réglé du tout. Et franchement, les dizaines de milliards qu'on va mettre là, dans Fit for 55 pour gagner, notamment dans un pays comme la France. Regardez, la France aujourd'hui est montrée du doigt en matière de changement climatique, alors qu'on est le 5e pays le plus bas par émission par habitant, parce qu'on a fait des choix historiques, et qu'on va y mettre des milliards dans notre économie pour aller gagner des margines, des grammes de CO2, alors que pendant ce temps-là, tout cet argent, je le mettrai en Inde, au Vietnam ou ailleurs, je serai 100 fois plus efficace. Et là, je peux vous dire que moi, je me sens beaucoup plus responsable quand Total Energy, j'investis en Inde dans les renouvelables et dans le gaz et pas dans le charbon pour leur permettre d'aider la transition. C'est vraiment un sujet majeur et je trouve et je ne comprends pas comment on ne peut pas vouloir traiter du changement climatique sans avoir la problématique globale et se poser la question du transfert financier. C'est juste passer complètement à côté du sujet. Eva Sadoun, par rapport à cette obligation de solidarité qu'évoque Patrick Pouyanné, vous y croyez pour l'intérêt général et notamment la transition énergétique environnementale? Oui, la notion de responsabilité, bien sûr. Il y a un politologue, philosophe africain qui s'appelle Achille Bembe qui parle du devenir africain du monde. Et le fait qu'on est confronté aux mêmes choses que beaucoup de populations ont été confrontées, c'est-à-dire résister dans l'invivable et arriver à vivre dans l'invivable. Et je trouve que déporter souvent le problème sur les populations est un petit peu osé, pour être tout à fait politiquement correcte. Et je pense que l'Europe, même si elle n'est plus le centre du monde, et c'est évident, a quand même encore, moi je crois encore au rêve européen, qu'on est capable en fait de montrer une forme de voie à une souveraineté sociale écologique. Et je ne pense pas que la fracture non plus soit uniquement une fracture
pays géographique, c'est une fracture qui était même sociale et territoriale. Et je ne pense pas qu'on se soit tant occupé bien de notre population. Parce qu'on a bien vu pendant la crise que le niveau de précarité a considérablement augmenté. Donc j'aimerais juste un peu recentrer le débat sur le fait qu'il va falloir aussi que les entreprises évaluent et mesurent aussi, et c'était un des sujets qu'on devait aborder, et je me permets comme ça de faire le lien, mesurent différemment leur action et puissent inspirer aussi effectivement une transformation dans la manière dont on mesure la réussite, parce que c'est beaucoup de choses qui nous ont aidés pendant la crise, mais ce n'est pas notre niveau de PIB qui nous a aidés pendant la crise. Il y a vraiment beaucoup de choses, mais clairement pas le niveau de PIB. Donc aujourd'hui, il faut qu'on soit capable, au niveau de l'entreprise, de mesurer différemment pour que aussi on puisse, et c'est un peu plus draconien, mais pour qu'on puisse ensuite inspirer aussi le consommateur à le mesurer. Donc de la même manière qu'on a le Nutri-Score aujourd'hui qui existe au niveau des produits et qui a créé un effet considérable. À partir du moment où on a imposé le Nutri-Score, tout le monde est allé vers le vert. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Donc demain, si on arrive à avoir une forme, donc c'est quelque chose qu'on défend dans mon mouvement, mais ça peut être n'importe quel indicateur, parce que les débats sur les indicateurs et le fait qu'ils n'existent pas sont des débats, sont des mensonges. Les indicateurs existent, il manque de volonté politique, économique pour les mettre en place. On n'est jamais d'accord sur les indicateurs et sur ce qu'ils disent. Franchement, si le gouvernement met en place une plateforme qui a les mêmes indicateurs que l'impact score qu'on défend, ne vous inquiétez pas, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que les indicateurs existent en matière d'impact social, écologique, de partage de la valeur et de partage du pouvoir. Maintenant, il faut juste de la volonté politique et économique pour les mettre en place et mesurer différemment la réussite, et on arrivera directement à un niveau de bien-être plus important, et on retrouvera peut-être le phénomène de la loi de Kuhn auquel on croit encore mais qui n'existe plus, qui est le fait que la croissance économique et financière est liée à la croissance de l'emploi. Ce n'est plus le cas, ou la croissance du bien-être. J'espère qu'on pourra retourner à ça effectivement si on mesure différemment la croissance. On approche de la fin de cet entretien, mais je voudrais me tourner vers vous, Cyril Chabagnier, parce que c'est vrai qu'on parle des valeurs, des droits de l'homme, de tout un tas de notions qui sont très importantes ici en Occident, on va dire ça largement. Mais on a aussi le sentiment pour les partenaires sociaux, pour les syndicats que vous représentez avec la CFTC ici, que c'est souvent une mise en concurrence des salariés, des ouvriers à travers le monde, entre le dumping social qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire que finalement, il y a une recherche par le système économique d'aller vers le moins-disant social. Comment est-ce qu'on contrecarre ça ? Alors évidemment, il y a toujours le risque d'aller vers le moins-disant social. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a aussi, nous, dans le monde syndical, notre confédération européenne, et on essaye, et d'ailleurs, je disais, on va préparer la présidence française de l'Union européenne, et on y travaille au niveau de l'Europe des syndicats, sur le salaire minimum, par exemple, sur l'égalité femmes-hommes au niveau de l'Europe. Tant qu'on ne réglera pas ces difficultés-là, évidemment, il y aura toute la question de la mise en concurrence et du dumping social. Il y a aussi toutes les questions qu'on a vues et qu'on a pu traiter avec le ministre de l'économie sur la relocalisation, sur la réindustrialisation, sur un sujet très important pour la CFTC, la montée en gamme de nos produits et nos industries. La montée en gamme aussi avec tout le cercle vertueux que ça peut donner, c'est-à-dire la montée en compétence des salariés, c'est-à-dire aussi de mieux les rémunérer, leur donner accès à des produits de meilleure qualité, de plus durables, plus écologiques. Permet aussi de lutter contre ce dumping social, parce qu'on est à un autre niveau de production, au niveau de la recherche, du développement des différentes technologies. Et donc c'est par tout ça qu'on y arrive, à la fois par un travail chez nous en France, par cette montée en gamme, par cette réindustrialisation, et aussi par le travail européen d'harmonisation, et en particulier, je le disais, avec le salaire minimum et avec l'égalité femmes-hommes. Mais tout le monde n'avance pas au même rythme, on est d'accord ? Tout le monde n'avance pas au même rythme. On voit d'ailleurs que le salaire minimum européen, on y travaille depuis des années. C'est extrêmement compliqué. On a bien avancé ces derniers temps. On espère vraiment qu'avec la présidence française, on arrivera enfin à le mettre en place, même si on discute encore des différents critères, parce que c'est un peu compliqué avec certains pays, mais c'est de la négociation et je pense qu'on va y arriver. Écoutez, je vais vous remercier tous les uns et les autres pour ce débat, parce qu'on s'était dit en le préparant que de toute façon, on pourrait faire 5 heures à nous 5. Merci en tout cas d'avoir participé à cette table ronde. Hubert Védrine, vous êtes en dédicace juste après, si je ne m'abuse. D'ailleurs, on s'y retrouvera tous les deux, puisque j'y serai également. Merci beaucoup.